Bienvenue à cette nouvelle édition du Journal de la Ville, mesdames et messieurs. Merci de nous faire confiance. Scandale au Sénat. Pendant la plénière de ce jeudi 22 avril, le sénateur Huygen Ilanga Bakonga demande au sénateur de rejeter la lettre de son frère Willy Bakonga qui demandait son réintégration au Sénat avant son arrestation à Brazzaville. Destituée par l'Assemblée provinciale, la Cour d'appel rejette à son tour la requête de Néron Bungu. La résolution de l'Assemblée provinciale de Kinshasa n'est pas un acte administratif qui peut être traité par cette instance judiciaire. Un jour de deuil national décrété par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, à partir de ce vendredi 23 avril, suite à la disparition du président tchadien Idriss Déby Itno, mort assassiné. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Débarqué dans un avion Air France la nuit du mardi 20 avril à Brazzaville et poursuivi pour les cas de détournement de frais de l'État alloués à l'éducation, le ministre d'État, ministre de l'EPST sortant, Willy Bakonga, avait déjà écrit une lettre au bureau du Sénat pour sa réintégration en tant que sénateur. Une lettre qui a été décortiquée ce jeudi 22 avril par le président du Sénat, Modeste Ba Chilukwebo, devant les sénateurs en plénière. Après avoir suivi avec attention la lecture de cette lettre du sénateur Willy Bakonga adressée au Sénat, le sénateur Huygen Ilanga, qui est suppléant du sénateur Bakonga, dit non et demande au bureau du Sénat de rejeter cette lettre de Willy Bakonga, qui est également son frère biologique. À défaut de se prononcer dans les délais fixés, il est présumé avoir renoncé à son mandat de sénateur. Honorable Président, vous allez se souvenir que lors de notre élection du bureau définitif pour le premier bureau, Willy Bakonga n'était pas sur la salle pour la simple raison qu'il avait renoncé à son mandat de sénateur. Et au moment où je vous parle, lorsque la sortie ou la publication du gouvernement Ilon Kamba pour la première fois, il était député national. Il a eu la chance d'être nommé ministre d'État de l'EPST. Il est allé. C'est sa femme qui était la première suppléante qui a été remplacée à sa fonction. Alors, je suis étonné qu'heureusement, aujourd'hui, il y a une lettre qui vient encore à l'Assemblée nationale et par au Sénat pour la validation de son mandat, au moment où il avait déjà renoncé. Donc, honorable Président, je demande à votre sagesse, au bureau et à l'Assemblée plénière, de pouvoir rejeter carrément et simplement, car il s'agit de l'usage de faux. Et en réponse à sa demande, le président du Sénat, Modeste Ba Chilukwebo, n'est pas allé derrière le dos de la cuillère. Voici sa réponse. Les problèmes internes à votre famille n'intéressent pas la plénière. Voilà. Si vous vous sentez lésé, vous allez saisir les cours et tribunaux. Voilà. Pour nous, lorsque nous avons validé les mandats ici, le nom de Willy Bakonga était bel et bien repris comme sénateur. Et donc, à partir du moment où il nous saisit, nous, administrativement, nous prenons acte. Et c'est ce que la plénière a fait. Et donc, s'il y a, vous ne pouvez pas ouvrir le micro sans permission, monsieur. S'il y a un problème, vous allez le régler, soit... C'est une affaire à suivre. Deux réactions fusent de partout après l'arrestation du ministre sortant de l'enseignement primaire, secondaire et technique pour détournement des fonds alloués à l'éducation de base.
La dernière en date est celle du président de la dynamique Jeunes en Action, Ogin Zembela, qui félicite l'inspecteur général des finances pour son travail au sein des institutions publiques. J'espère que M. Kamer Lwakaningini, là où il est en prison, là il s'est dit en tout cas, je n'ai pas été arrêté injustement. Donc c'est-à-dire qu'il y a d'autres qui m'ont suivi en posant le même acte. Les gens comme les Willy Bakonga, c'est un monsieur que je respectais beaucoup, mais il m'a totalement déçu. Vous vous promenez avec une somme consistante comme ça et l'argent du peuple congolais. Ça, c'est ce qu'il a amené en espèces. C'était peut-être pour son déjeuner pendant qu'il était à Brazzaville, pour son séjour, mais ce qui est couché dans des banques. Et je profite de l'occasion pour remercier monsieur, je ne connais pas son nom, mais moi je l'appelle monsieur Ligef. Vraiment, il fait son travail, un travail remarquable et puis appréciable. Poursuivant sur cette lancée, cet acteur politique s'est dit content de la sortie du premier gouvernement de l'Union sacrée et attend de ces derniers un bon résultat qui rencontrera les attentes du peuple congolais. Bon, de ce gouvernement, nous attendons un bon travail, une conscience patriotique et puis un bon résultat. Que le gouvernement rencontre les attentes du peuple. Tu sais, le peuple a tant souffert que le gouvernement puisse trouver le minimum de solutions néfisques. Il a en outre taclé sur les députés dites révolutionnaires de l'Union sacrée de la nation. Dans les chefs de ces députés-là, le premier suppliant, c'est son épouse. Deuxième suppliant, c'est son fils. Donc, il demande maintenant d'être ministre, que sa femme devienne son suppliant. On n'est pas venu laisser les gens ici dans ce pays. Tous nous sommes acteurs dans des différents domaines. Donc, nous travaillons tous pour notre pays. Tu es député, arrête-toi à la députation. Donc les députés ne sont pas des chômeurs, ce sont des gens qui travaillent déjà, qui reçoivent les émoluments venant des trésors publics. Ils doivent se contenter de leur poste de députation. Insécurité dans l'est de la République démocratique du Congo, les députés d'Elituri ont pris la décision de ne pas participer à toutes les activités parlementaires à l'Assemblée nationale. Ce mercredi 21 avril, ils ont séché la plénière. Ils exigent une solution adéquate aux problèmes liés à l'insécurité et les massacres de populations dans l'est de la RDC. Ils s'expriment. C'est comme si vous me demandiez d'attendre qu'on arrête d'abord de tuer parce que nous, on doit investir le gouvernement. En ce moment, on est en train de tuer. Entre investir le gouvernement et les tueries des personnes humaines, qu'est-ce qui est prioritaire? Ce n'est pas simplement par solidarité que nous sommes sortis. Dans toutes nos provinces, il y a plus d'une semaine, 10 villages ont été brûlés. À Kahololo, à Bibangwa, dans le territoire d'Ouvira, au Sud Kivu. Ce matin, 2 villages viennent d'être brûlés, toujours à Kahololo, dans le territoire d'Ouvira, en chefferie de Bafoury. C'est pour dire que toutes les fois qu'on brûle ces villages, il y a des gens qui sont tués, il y a des populations qui fuient. Dans les moyens et hauts plateaux d'Ouvira, de Fizi et de Mwenga, on est à plus de 300 villages qui ont été brûlés et les populations sont en errance. Nous en avons parlé. Je crois que vous avez suivi certaines présentations, mais ça devient comme une habitude. On nous considère comme des pleurnichards. Mais c'est des populations, c'est des vies humaines qui périssent. En fait, aujourd'hui, c'est un signal fort, c'est un ras-le-bol pour dire à quoi ça sert de continuer à voter les lois pendant que les populations sont en train d'être décimées. Que fait le gouvernement? Il y a un nouveau gouvernement, mais il y a un ancien. Les services de l'État doivent continuer. On ne peut pas nous dire qu'il y a un nouveau gouvernement. Dans l'entretemps, on continue à vivre, on continue à manger, on continue à travailler, on continue à être payé. Tous les services fonctionnent. L'armée est là. Il n'y a pas une nouvelle armée. Donc je pense qu'aujourd'hui, tous les députés et toutes les tendances confondues, sans nous mettre d'accord, sans réunion, on a décidé après une motion d'arrêter de continuer à voter les lois si rien n'est fait. Les élus de la province de l'Ituri suspendent leur participation aux activités parlementaires jusqu'à ce que leurs préoccupations
sera entendu et qu'une solution soit trouvée. Il en fait savoir à travers une motion d'information lue par le député national Jackson Ahoussé, dans laquelle ce dernier décrit la situation d'insécurité grandissante dans cette partie du pays. On se pose la question, est-ce que nous sommes toujours sur la Terre ou bien on s'est déplacé, nous sommes à une autre planète? Mais la situation sécuritaire de l'Ituri nous interpelle et pour cette raison, pour cette fois ici, nous avions jugé bon de sécher la plénière, de quitter la plénière parce que c'est aussi humain quand même. Et nous compatissons avec cette population. Moi, je vous parle 10 corps, sa vie est dans la morgue de la ville de Bunia, dans la morgue de l'hôpital de Bunia. Ils ne sont pas encore enterrés. Il y a d'autres corps qui jaugent la forêt. Ah, ça touche quand même. Nous autres qui avons des sensibilités, ça nous touche. Et nous sommes dit que nous ne gérons pas l'armée. L'armée n'est pas gérée à l'Assemblée nationale. Ils ne sont même pas responsables devant nous, l'armée. Donc, nous n'avons pas le contrôle de l'appareil sécuritaire. Mais le gouvernement a ces contrôles-là. C'est pour cette raison que nous les interpellons par cet acte de protestation, de dire que nous allons regagner l'hémicycle quand nous aurons les garanties nécessaires. Pour cet élu du peuple et ancien membre du bureau provisoire de l'Assemblée nationale, cette décision qui intervient à la veille de l'investiture du gouvernement de l'Union sacrée n'a pas pour but de bloquer cette démarche, mais il s'agit plutôt d'une question de vie des compatriotes congolais pour lesquels ils sont des représentants. Nous, députés, nous restons ouverts à tous les débats. Avec n'importe qui, même un collègue seulement, même s'il n'est pas membre du bureau, s'il nous appelle, nous allons aller vers lui. Nous sommes prêts pour parler avec les gens parce que nous, on a un cahier de charges, nous, on a un agenda, nous, on a des propositions que nous devons. Ce sont des propositions, bien sûr, anciennes. Mais cette fois ici, vu la gravité de la situation, ce sont des propositions contraignantes. Ah donc, le retour de notre présence à l'Assemblée nationale doit être assorti de garanties importantes. Franchement, ce n'est pas l'affichage. On n'est pas ici dans le populisme. On est ici dans une action qui concerne les vies humaines. C'est pour cette raison, ce n'est pas parce qu'il faut que nous puissions aller investir le gouvernement que nous serons là. Non, 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 non. Nous serons là quand on va nous garantir que les vies humaines seront mises en abri. Après une longue série de débats généraux à la Chambre basse du Parlement au cours de cette séance plénière consacrée à l'examen et l'adoption de la proposition de loi portant sur la réforme de la centrale électorale, l'Assemblée nationale a jugé recevable la dite proposition de loi, laquelle sera transmise à la commission PAJ pour toilettage et harmonisation. Présentée et défendue par le député national Christophe Lutundula, cette loi a fait l'objet de plusieurs interventions qui ont porté notamment sur le renforcement de l'indépendance de la CENI ainsi que la composition des organes qui régissent cette institution. Sur le renforcement de l'indépendance de la CENI, moi je propose que les familles politiques n'interviennent plus dans la désignation des 15 membres de la CENI, que cette œuvre soit confiée entre les mains d'un bureau agréé par la plénière qui va lancer des appels d'offres et les gens vont postuler. Le bureau agréé va fixer les critériums. Ceux qui remplissent ces critères seront désignés membres de la CENI. Ensuite, nous mettrons la CENI à l'abri des interventions des politiques. Il a été axé sur l'article 23 bis, pratiquement qui consiste en la composition des organes de la CENI. Et j'ai fait voir à l'Assemblée que nous ne devons pas minimiser la chose, bien qu'il y ait eu des débats contradictoires, il fallait renchérir. Les organes d'une institution, ce sont des colonnes qui soutiennent l'institution. Si ces organes sont fragiles, elles cassent. C'est fini, l'institution tombe. Or, la CENI, c'est une institution d'appui à la démocratie. La proposition de loi a prévu, à cet article-là, qu'on puisse enlever à l'Assemblée plénière les deux fonctions fondamentales, les fonctions d'évaluation et de contrôle. Qu'on donne ça à une petite commission de quelques membres. Je crois que ça sera fragile. Il convient de signaler que l'examen et le vote de cette loi tombent à point nommé au moment où toutes les langues évoquent la problématique de la réforme électorale avant le scrutin de 2023, mais aussi le caractère de neutralité de cette institution d'appui à la démocratie.
Le Premier ministre sortant Ilunga Ilunkamba a reçu ce jeudi 22 avril à l'hôtel du gouvernement une délégation du Haut Commissariat des réfugiés conduite par le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies, il a été question de passer en revue la situation humanitaire des réfugiés en République démocratique du Congo et des réfugiés congolais dans les pays voisins afin de trouver des pistes de solutions pour résoudre certaines questions liées aux réfugiés en collaboration avec les pays voisins concernés. Filippo Grandi a fait appel à la communauté internationale pour qu'il y ait plus de ressources humanitaires liées au développement pour aider la RDC dans cette lourde tâche. Les détails dans ce compte rendu du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi. Donc c'est ma deuxième visite en République démocratique du Congo en tant que haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. Bien sûr, nous avons parlé avec le Premier ministre de la longue histoire que nous partageons. Le Haut Commissariat a établi une présence ici en 1975, donc ça fait 46 ans de travail en commun sur toutes les situations de déplacement qui ont eu lieu dans ce pays, soit parce que des réfugiés des pays voisins sont venus chercher asile au Congo, soit parce que des Congolais se sont rendus pour le même but dans les pays voisins, soit parce que de manière croissante dans les dernières années, on a vu un phénomène de déplacement interne. Donc on s'est un petit peu penché sur ces dossiers. J'ai assuré le Premier ministre que le HCR va continuer dans son action d'appui aux autorités congolaises pour gérer les aspects humanitaires de ces questions, notamment avec le reste du système des Nations Unies, bien sûr. Mais nous avons aussi essayé de voir si on peut trouver des directions pour résoudre certains de ces problèmes. Clôture ce mercredi 21 avril de l'atelier sur le leadership mentorat et plaidoyer sensible au genre organisé par l'Agence catholique pour le développement outre-mer CAFOD en partenariat avec la Commission épiscopale justice et paix de la CENCO. L'atelier a regroupé les acteurs qui travaillent dans l'exécution du projet Tufaulu Pamodia lancé depuis le mois d'août 2020, à savoir le mouvement Rien sans les femmes, Union des jeunes congolais pour le changement IJCC et d'autres organisations qui œuvrent pour la promotion de la femme. Pour Emmanuel Kofi, gestionnaire de programme à CAFOD. Nous sommes là depuis 3 jours pour renforcer les capacités de nos partenaires sur des thématiques liées au plaidoyer, au leadership et au mentorat. Le projet vient avec un paquet important d'activités de plaidoyer pour influencer les décideurs à pouvoir mettre en œuvre des lois ou améliorer des lois qui existent et qui ont des lacunes par rapport aux droits de la femme. Chaque regroupement participant à la formation parle de ce qu'il a bénéficié de l'atelier. On nous a dit que le lobbying, c'est une partie des plaidoyers. C'est une méthode qu'on peut ajouter pour faire un bon plaidoyer. Dans le lobbying, on peut avoir beaucoup de choses, les plans de faire le lobbying, utiliser les moyens qui vous permettra d'atteindre la cible. Tufaulu Pamoja qui voudrait tout simplement dire réussissons ensemble. C'est un projet de femmes et de jeunes pour venir renforcer la capacité de la femme mais aussi de la jeunesse congolaise. Et nous, comme vous le voyez, nous sommes Union des jeunes congolais pour le changement, mais avec un consortium de toutes les organisations de la jeunesse congolaise. Pour une fois, nous avons un appui. Ce projet vient appuyer les efforts des jeunes pour amplifier la voix de la jeunesse, mais aussi pour garantir la présence de la jeunesse dans les instances de prise de décision. L'atelier a regroupé les partenaires de la société civile qui travaillent dans l'exécution du projet Tufaulu Pamodia venu de la ville-province de Kinshasa, de province de Chopo, Grand Kassai, membres du mouvement Rien sans les femmes, ainsi que de l'Union des jeunes pour le changement.
Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci pour votre fidélité. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce vendredi et d'ici là, portez-vous bien.